vas-y, ouvre! On a des reprises à tout par hein. Voilà. Ah ouais? Ouais. Madame, réveillez-vous là. Vous êtes un petit peu abîmé, vous avez une plaie de l'arcade, vous avez un traumatisme crânien. Il prend pas de drogue ce monsieur. Une combustion qui est pas bonne, donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, ça peut nous péter à la gueule quoi. Y'a quelqu'un là, ça sert? Oui. En fait, c'est un des 3 câbles qui tient la cabine. Et une personne gravement brûlée au rez-de-chaussée. On aime ça parce que c'est le combat, parce que c'est la guerre, parce que c'est un ennemi qu'il faut abattre et on se bat contre lui, quoi. Croire que tout est facile. On tombe dans la routine et puis on se fait piéger. Donc il faut savoir rester humble et être vigilant. Bonsoir à tous et bienvenue dans Révélation, votre magazine d'investigation. Ce soir, nous sommes à la caserne de Maurepas, dans les Yvelines. Ici, près d'une centaine de pompiers portent chaque jour secours à nos concitoyens. Incendie, accident de la route, aide à la personne, qu'il soit volontaire ou professionnel, les pompiers sont sur tous les fronts. Toutes les 7 secondes, ils interviennent partout en France, au péril de leur vie. Qui sont ces hommes et ces femmes prêts à tout pour assurer notre sécurité? Quelles sont leurs principales missions? Quels risques prennent-ils pour nous sauver? Exceptionnellement, nous avons pu filmer l'unité d'élite des marins-pompiers de Marseille. Pompiers au cœur de l'urgence, c'est tout de suite dans Révélation. Marseille, 1 million d'habitants, 2e plus grande ville de France. Pour la protéger, 2400 marins-pompiers. Une unité d'élite prête à intervenir à n'importe quel moment. Aujourd'hui, un feu vient de se déclarer entre Gardanne et Aix-en-Provence. Le brasier est gigantesque. Il faut agir de toute urgence. Une centaine d'hectares de forêt a déjà été ravagée. À partir du moment où on va faire l'attaque sur la partie un peu plus virulente, là, tu dis aux autres de gérer l'eau, d'économiser au maximum pour qu'on ne soit pas pris de cours. Ah, bien reçu, je prends le Beaurois, Julien de Beaurois. Ça va, t'as. Et tu haut. Pour endiguer cette catastrophe, le maître principal Moore, c'est lui qui a la lourde responsabilité de diriger les opérations. Seul moyen de maîtriser ce feu, être au plus près des flammes. Une action dangereuse, les pompiers n'arrêtent pas de se parler, la moindre erreur de communication peut être fatale. Que les lisières! Avec Gégadi, on se trouve carrément à la tête du feu. Par contre, il y a des trackers qui larguent. Là, ça fait 2 fois, il y a de l'eau à côté. Je voudrais leur dire qu'on est juste au bout, là. Les trackers, ce sont ces avions qui ont été appelés en renfort. Ils déversent des tonnes d'eau. Une course contre la montre s'engage. Malheureusement, le feu continue de se propager. Bon, vite, coupe ton TCF, il y a le TCF qui crache pour rien, là. Les pompiers sont à cran. Pour l'instant, leurs efforts n'ont rien donné. Ils sont complètement dominés par le feu. Vas-y! Ferme! Vas-y, ouvre! Pire encore, de l'autre côté de la forêt, un mur de flammes avance à une vitesse folle. Les pompiers n'ont pas d'autre choix que de faire machine arrière. Ils tentent de se replier tout en essayant de contenir le feu. Vite! Je peux pas couper, c'est sur la division. Les pompiers tentent de prendre le feu à revers. Ils se retrouvent dans le cœur du brasier. C'est le moment le plus dangereux de l'opération. Ouvre la division! Attends, essaye d'avoir de l'eau, attaque! C'est bon, il a À chaque seconde, ils risquent leur vie. Ils doivent veiller à bien rester dans le périmètre de sécurité. Oui, ça, les cervales! Les pompiers sont encerclés. Ils ne sont qu'à quelques centimètres des flammes. À tout moment, la situation peut dégénérer. A priori, difficile de trouver une issue.
Les pompiers sont entraînés à gérer ce genre de situation. Malgré la pression, ils gardent leur sang-froid. À droite ou gauche? Ouais, il n'y a plus d'eau. Ouais, là c'est pour... Tu m'as dit que tu veux taper là d'abord. Moi aussi tu m'as dit. Où? Tu veux le taper où avant? Peu à peu, les pompiers reprennent le dessus. Chaque mètre gagné leur redonne de l'espoir. Le cauchemar semble toucher à sa fin. Mais un événement imprévu menace de tout changer. Les pompiers sont à court d'eau, la citerne est vide. La température avoisine les 800 degrés et les hommes sont à bout de force. Au bout de 5 heures de lutte, l'obstination des pompiers finit par payer. Le feu est enfin maîtrisé. Peu avant minuit, les derniers foyers sont éteints. Les pompiers décompressent. Épuisés, ils font un premier débrief. On a couru. On est allé chercher le feu. On n'a pas attendu. C'était pas mal, ouais. C'était bien physique. Ça fait plaisir parce que c'est rare. Qu'est-ce qu'il y a rare? De courir comme ça. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les incendies ne représentent que 7% des interventions des pompiers. Dans la majorité des cas, ils sont appelés pour des interventions d'aide à la personne. Après 3 mois de formation et un concours d'examen, Eliane, 25 ans, a enfin réalisé son rêve, devenir marin-pompier. Diplômé depuis seulement quelques heures, il s'apprête enfin à réaliser sa première mission. Mais depuis ce matin, aucune intervention. En attendant, il tue le temps en effectuant des tâches ménagères. Ouais, si ça sonnait un peu. Et justement, l'alarme vient d'être déclenchée. Eliane a moins d'1 minute pour rejoindre le camion. Il s'apprête à vivre sa première intervention. Allez. Des personnes sont coincées dans un ascenseur. Des interventions comme celle-ci, les pompiers en pratiquent tous les jours. Premier impér. Mais pas le temps de s'apesantir. Eliane et ses coéquipiers sont appelés de toute urgence. Cette fois-ci, c'est le jeune Kevin qui est prisonnier des toilettes. Il n'est pas blessé? Non. On va le libérer. Bonjour, ça va? Tu as tourné là? Tu as tourné en bas? Ouais. C'est bloqué là, regarde. Il a fait ma clé, le coquin. Alors attends, on va chercher du matériel. Ah mais il faut aller me payer ça. Alors restez pas trop devant parce que on risque de vous faire mal. Attends, qu'est-ce que je vais te dire? Prends une tournevis, 2 minutes, prends un tournevis, s'il te plaît. Attends, hein? Quand je te le dis de tourner, tu tourneras. Le cas a l'air dérisoire, pourtant les pompiers vont le traiter avec le plus grand sérieux. Leur objectif, rassurer l'enfant et éviter une crise de panique. Vas-y, tourne. Ça marche pas? Ouais, c'est ça, c'est ouvrier quoi. Bien joué! Qu'est-ce que c'est? C'est pour réparer. Ça y est, il est libéré. Mission accomplie. Et voilà. Allez, au revoir les petits. Au revoir mesdames, à bientôt. Le prochain appel au secours semble bien plus inquiétant. Une femme a perdu connaissance en plein milieu de la rue. Plus préoccupant encore, elle semble complètement inconsciente. Pour Eliane, c'est la première fois qu'il doit venir en aide à une personne inanimée. Il faut absolument lui faire reprendre ses esprits. Allez madame, un petit effort, on ouvre les yeux. Tac. Voilà, tu la prends un peu mieux. Vas-y, on la lève un peu. C'est bon? Voilà. C'est bon? L'un qui prend une tension, l'autre qui regarde dans le sac s'il y a des médicaments. La jeune femme est bien connue des marins-pompiers. Régulièrement, elle avale des surdoses de médicaments. Non, il n'y a pas de médicaments. Il y a 9,6 de tension. 9,6 de tension. Allez madame, ouvrez vos yeux. Tes pupilles, elles sont réactives?
Non, c'est pas trop réactive. Hein? Ils sont pas trop réactives, rien que en cachant, en enlevant la main, elles restent contractées. Une tension faible, pas de réaction au niveau des pupilles. Les pompiers alertent immédiatement l'hôpital. C'est une dame de 36 ans, retrouvée sur le sol, qui répondait un petit peu à la stimulation quand on est arrivé. C'est une dame qu'on connaît, qu'on a déjà fait en intervention, que très souvent c'était une intox médicamenteuse. Eliane reste concentrée. La jeune femme n'a toujours pas repris connaissance. Il faut absolument la réveiller, quitte à employer les grands moyens. Allez, réveillez-vous là, tiens, il fait jour. Regardez madame, il y a le soleil et tout. Madame. Mais rien à faire, la jeune femme ne se réveille toujours pas. Là, elle dort profondément. Hop! Allez! Madame, y a quelqu'un? Parlez-moi là, regardez, je suis bonnard, si vous voulez, on parle de tout ce que vous voulez. J'ai plein de sujets. C'est madame comment? Je sais pas, c'est Michel, le prénom. Michel! Michel! Oh! Il est 10h30, vous avez pris le petit déjeuner, madame? Oh! Allez! Peu à peu, la jeune femme reprend connaissance. Ouais, je vais lui défoncer le genou. Donc là, madame, on est arrivé à l'hôpital. Eliane l'escorte jusqu'à l'hôpital. Finalement, la jeune femme sera placée en surveillance psychiatrique. Généralement alertés en premier, les pompiers sont parfois appelés en renfort par les médecins. Dans une maison de retraite, l'une des pensionnaires a fait un malaise. Elle ne parvient plus à respirer. Il faut agir très vite. Ça va? On va vous passer des médicaments, on va vous mettre une perfusion pour que vous respiriez mieux. Gagnée par le stress, Eliane semble un peu perdue. On va essayer de mieux vous faire respirer. Heureusement, un pompier expérimenté le guide. Tu expliques toujours... Voilà, je vous enlève la tubulure que vous avez. Rassurer les patients, c'est une des missions clés des pompiers. Je vous mets un masque là, comme ça vous allez bien respirer. Hop. Madame, je vais vous poser une perfusion. Ok. Vas-y, va voir Vincent, il va te faire quoi pour préparer une perf. De la poche, tu l'as sorti. Tu tiens comme ça? Ça, tu crois que tu les tiens de bas pour l'instant? Ça, je suis pas le bon. Très bien. Ouais. Je vous pique, madame. Celui-là, il est ouvert ou pas? Non. Tu le redonnes au conducteur de l'air. Ils te le font pas voir à l'école? Non. Il ne faut pas traîner. La victime doit être évacuée au plus vite. Vous la mettez sur la chaise et non pas sur tout ça. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Pour la première fois, Eliane a participé à une réanimation. C'est la première? Ouais. Première air. Ah, c'est ma première journée. Après chaque intervention, aussi petite soit-elle, place au débrief. L'occasion pour Eliane de faire part de ses angoisses. Voilà. C'est vrai que c'était vraiment l'inconnu. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire, à quel moment. Je les voyais tous. Ils avaient tous leurs tâches. Ouais, mais tu vois, pour la première, c'est bien. C'est vrai que quand on connaît pas, on se dit vraiment la personne, elle est au plus mal. Là, en fait, là, si tu fais rien, c'est une des trois. Si on la laisse comme ça. La fonction vitale qui est touchée, la circulation. Si on fait rien, personne ne sait. Ça peut être rapide là, un truc comme ça qui se dégrade ou. Mais t'as vu la tension à 25, le cœur au bout d'un moment il va plus supporter d'avoir une haute tension. Là, à l'endroit, ils ne s'en rendent pas compte, elle est dans la chambre, la porte fermée. C'est un risque qu'elle décède. Eliane ne laisse rien paraître, mais il est quand même désorienté. C'est la première fois qu'il porte secours à une personne en grande souffrance. Ouais, malheureusement, tu vas t'habituer à voir la douleur des gens. Ouais. Tu vas t'habituer à voir la détresse de certaines personnes, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, tu vois, tu vas t'habituer à tout ça. Mais c'est une bonne école d'un côté, je trouve, pour la vie, de voir ça. Nous sommes au centre de secours de Maurepas, dans les Yvelines. Le capitaine Jérôme Raffi, chef du centre, et le commandant Stéphane Boubé, chef du service recherche des causes incendies, ont accepté de répondre à nos questions. Pour quel type d'intervention êtes-vous le plus sollicité?
pour des malaises, pour des blessures, avec plaies ou hémorragie, pour des arrêts cardio-respiratoires, pour des accidents vasculaires cérébraux régulièrement aussi. Moi, spontanément, c'est vrai que si j'assistais à un drame comme ça, un AVC par exemple, j'aurais tendance à appeler les pompiers. Or, je crois que c'est le SAMU qu'il faudrait appeler. Les deux. En fait, de toute façon, si vous avez un problème à caractère médical, il se crée ce que nous, on appelle une intercommunication entre le SAMU et les sapeurs-pompiers. Et suivant la gravité de la blessure ou de l'incident, en simultané, vous allez avoir l'intervention d'un VSAB sapeur-pompier et d'une ambulance du SAMU. Les pompiers et le SAMU sont souvent amenés à travailler ensemble. Le sac, aspirateur de viscosité et le DSA. Aujourd'hui, c'est pour une femme enceinte. La future maman ressent les premières contractions. Elle est sur le point d'accoucher. Sur place, les pompiers procèdent aux premiers examens en attendant l'arrivée d'un médecin. Objectif, évaluer si elle a le temps d'être transportée à l'hôpital. Tu l'avais pris à quel bras? J'avais pris un bras gauche. Je prends le bras droit. D'accord. Il ne faut pas vous inquiéter. L'ambulance qui est là, c'est l'ambulance pour les bébés avec la couveuse, tout ça dedans. Et là, il y a un médecin qui arrive du SAMU avec des infirmiers et tout. Donc là, pour l'instant, je préfère ne pas la déplacer, la laisser comme ça, puisque les contractions sont encore assez espacées. Et on va attendre de voir ce que dit le médecin, d'accord? Mais surtout, il ne faut pas la bouger. Le SAMU vient d'arriver. Les contractions se rapprochent. Le risque que la jeune femme accouche chez elle. Est-ce que vous les ressentez, les contractions? Oui, oui. Donc, quand vous la ressentez, il faut essayer de pousser un petit peu parce qu'il est là. Hein. D'accord? Essayez, madame. Finalement, la future maman est évacuée. À l'intérieur du camion, une couveuse au cas où le bébé arriverait trop vite. Quelques secondes après son arrivée à l'hôpital, la jeune femme accouche. Aux dernières nouvelles, l'enfant se porte bien. Confrontés à la vie mais aussi à la mort, les pompiers sont habitués à gérer tout type de situation. Car venir en aide à des personnes en difficulté, cela fait partie de leur quotidien, à commencer par les accidentés de la route. Dans le centre-ville, une jeune femme a fait une chute en scooter. Les secouristes sont déjà sur place. La victime est consciente, mais elle tient des propos incohérents. Visiblement, elle souffre d'un traumatisme crânien. La voiture, elle n'est pas casquée. La jeune fille ne portait pas de casque. Une voiture l'a percutée. Le choc a été violent. Elle va être un peu désorientée, elle ne se rappelle pas C'est pour ça que tu m'as appelé, c'est pour la désorientation. Hein. Ça, apparemment, il y aurait un léger coma au niveau de la face. Le docteur Barr, qui accompagne les pompiers, effectue un premier bilan sur place. Voilà. Alors mademoiselle, bonjour, c'est le médecin. Ça va? Où est-ce que vous avez mal? Vous n'avez mal nulle part? Vous voulez rentrer chez vous? Pas tout de suite. Vous êtes un petit peu abîmé, vous avez une plaie de l'arcade, vous avez un traumatisme crânien. Il faut que vous soyez hospitalisé un petit peu. Comment? Mes dents, ils vont partir. Qui ça? Mes dents. Non, vos dents vont pas partir. Elles bougent? Elles bougent? C'est ça? Non, elles bougent pas. Eh bien alors, elles vont pas partir, vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez mal quelque part? Répondez-moi. Écoute. D'accord. Est-ce que vous avez mal au ventre? Non, ça va. À la poitrine? Non. Aux jambes? Non. D'accord. Bon, ça va. Hein? Ça aurait pu être plus grave. A priori, ça n'a pas l'air bien grave. Bon. Remettez l'oxygène sur le nez, s'il vous plaît. Non, on ne fait pas. Non. Laissez-nous faire. On la fait pas. Par contre, vous me laissez vous examiner, d'accord? Allez. Alors, vous mettez ça sur le nez. D'accord. Allez. Bon. On va faire comme ça, à travers le t-shirt. Vous avez froid? Respirez fort par la bouche. Ouvrez grand la bouche, respirez. Allez. Encore. Souffle. Respirez, soufflez, allez-y. Encore. Respirez bien. La victime est choquée. Par précaution, le médecin décide de prévenir ses parents. Il fait tout pour se montrer rassurant au téléphone. Oui, bonjour, docteur Barr à l'appareil, marin pompier. Je m'excuse de vous déranger, je suis auprès de votre fille Rebecca qui a chuté de scooter, donc rien de grave. Donc
je voulais vous prévenir. Elle a juste un petit trauma au niveau de la face, mais sans gravité a priori. Il n'y a rien de cassé. Elle est tout à fait consciente. La jeune victime est évacuée vers l'hôpital le plus proche. Mais parfois, la situation ne permet pas d'attendre et le diagnostic doit être fait sur place. Le docteur Axel en sait quelque chose, médecin intégré au corps des marins-pompiers. Il a l'habitude de gérer les situations d'urgence. 16 rue Léon Gozlan, dans le 3e. Direction le centre-ville, un homme vient de faire une crise d'épilepsie. T'es au 21 là. Première difficulté, le localiser, car visiblement l'adresse qui leur a été communiquée n'est pas la bonne. Une fois sur place, le médecin ne dispose d'aucune information. La première équipe arrivée sur les lieux lui fait un rapide compte-rendu. Crise d'épilepsie, c'est la première fois. Ouais. Il était un peu avec nous au début. Ouais. La situation est plus grave que prévu. L'homme a sombré dans un état comateux. Comment il s'appelle ce monsieur? Tu as l'identité? C'est le monsieur Ahmed. Monsieur. Ah ouais. Ah, c'est son prénom. Et son prénom? Fadel. Fadel. Fadel, ouvre les yeux, c'est le docteur. Mais Fadel ne réagit pas. Il est inconscient depuis plusieurs minutes. Il prend aucun médicament, ce monsieur. Demande à la famille s'il a été opéré de l'œil gauche. Monsieur? Comment? Est-ce qu'il a été opéré de l'œil gauche, le monsieur? Ou est-ce qu'il y voit bien? Ou oui. Une compresse. Qu'est-ce qu'il a eu comme opération? La cataracte? Cataracte à l'œil gauche. Il prend pas de drogue, ce monsieur, il prend rien du tout. Est-ce qu'il prend des drogues ou pas? Non. Des problèmes d'alcool? Non. Il a un ulcère à l'estomac, c'est tout. Pas d'alcool, pas de drogue. Si le docteur Axel ne découvre pas ce qui a pu provoquer son état, son patient risque de mourir. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait la sieste? Il n'a pas reçu des coups? Non. Absolument pas. Il convulse encore. On va préparer 1 mg de ritonavir. Passe-moi la compresse sèche, s'il te plaît. 1 mg? Ouais, 1 mg de ritonavir. Une voie veineuse avec un salé. Merci. Le médecin pense avoir découvert l'origine du malaise. L'homme présente tous les symptômes d'un coma diabétique. Regarde là qui. Et il n'aurait pas pu avoir de l'insuline, à lui? Non. Pourquoi? Non, je vous pose la question, c'est tout. Non. Son fils est malade diabétique, là. Oui. Il a été soigné à la Timone. Oui, mais lui... Lui, non, il n'est pas diabétique. Il n'est pas diabétique. Il a le moral en ce moment. Oui. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Il n'a rien. Pas de problème, hein? Jamais. Il était bien, content, il rigolait. Il a soiré rentré, il restait... Mais le docteur Axel ne semble pas convaincu. Pour lui, Fadel a plutôt tenté de mettre fin à ses jours en s'injectant une dose d'insuline. Il lui faut de toute urgence une injection de glucose. Tu devrais peut-être un peu le basculer sur le côté droit. Basculer sur le côté droit. Il clampe, il fait garrot tout seul. Ça fait garrot tout seul, quoi. Comme ça va? Plus, il faut que ça tire-lui sur le moignon de l'épaule. Remonte-lui l'épaule. Voilà. Ça, c'est... Allez, il faut se réveiller là maintenant. Fadel, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. En dépit des efforts du médecin, la victime s'enfonce dans son coma. Elle n'a toujours pas repris connaissance. Avant de l'emmener à l'hôpital, le docteur Axel va tenter une dernière fois de la faire revenir. Quelqu'un peut lui remettre Là, ce qui nous embête quand même un petit peu, c'est qu'on lui a fait remonter le taux de sucre, mais il ne se réveille pas. D'accord. Hein? Donc il y a deux solutions. Ou il va se réveiller là dans quelques minutes, revenir à lui, et c'était vraiment que le taux de sucre qui était trop bas, ou il y a autre chose. On est d'accord.
Et on risque d'avoir peut-être à l'endormir complètement et à le faire respirer pendant le transport avec une machine. On va voir. C'est pas sûr, mais peut-être. D'accord? Et après, je vais vous dire où on l'amène. Pour l'instant, je ne sais pas encore. D'accord. D'accord?